sommaire, à la page I et I2, nous avons la philosophie du document intitulé en préambule. À la page 1, si vous voulez, vous aurez pourquoi les états généraux de l'opposition. Nous avons défini le contexte. Et ensuite, la justification de pourquoi les états généraux de l'opposition, c'est à définir. À la page 4, nous avons posé ici la problématique des états généraux de l'opposition, c'est la proposition de la plateforme là-dessus. À la page 5, vous allez voir les objectifs à atteindre. Nous avons défini certains objectifs à atteindre après les états généraux de l'opposition. Ça définit aussi dans le document. Après, à la page 6, nous avons les sujets de discussion aux états généraux de l'opposition. Nous avons fait certaines propositions des sujets à discuter lors des états généraux de l'opposition. Et ensuite, à la page 10, la participation aux états généraux de l'opposition. La participation aux états généraux de l'opposition. Qui peut participer aux états généraux de l'opposition? Donc, après la page 12, nous avons le déroulement des travaux. Comment les travaux se déroulent. Et on fait aussi des propositions. Après, la question du financement des états généraux de l'opposition. Voilà, le nœud de la guerre. Il va la moitié pour financer les travaux. Si ça doit, si on doit prendre 2 semaines, 2 jours, 3 jours, ça définir l'argent. Est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer les états généraux de l'opposition? La paix des partenaires de ces propositions. Et maintenant, à la page 14, nous avons après les états généraux de l'opposition, ces travaux, qu'est-ce que les citoyens attendent de l'opposition? Et pour conclure, comment est-ce que l'opposition doit être perçue par les populations et quelle alternative elle peut présenter pour 2015? Nous avons donné toutes ces séries de propositions dans le document qui n'est pas volumineux et que après nous tous nous pouvons en débattre. Donc voilà de façon générale le contenu du document qui est écrit et qui est fait l'office de cette proposition. C'est une proposition de l'appel des patriotes. Je vous remercie. L'architecture. Je vais présenter le contenu. Il me souvient tous qui sommes ici, que le débat sur la nécessité des assises de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. Des gens en ont parlé à profusion. Moi, j'ai écrit plusieurs articles sur la nécessité que l'opposition ait des états généraux. Et ce qui me réjouit, c'est que après les élections législatives et au vu des résultats que nous avons connus, la coalition arc-en-ciel est montée au créneau pour porter haut cette revendication en disant qu'il faut absolument que toutes les composantes de l'opposition se retrouvent dans des états généraux pour discuter, faire le bilan du passé et puis dégager des perspectives. Ça devient finalement une revendication unanime, beaucoup de gens en parlent. Et quand nous avons lancé l'appel des patriotes, qui a semblé pour certains comme étant de l'amusement, ça va rien donner, etc. Mais nous y croyons. Nous y croyons parce que nous pensons que l'alternance est nécessaire. Quand on est en démocratie, on doit faire l'alternance, c'est obligatoire. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Quand on veut se développer, le développement aujourd'hui, c'est à la fois les immeubles, les routes, les infrastructures, le relèvement du niveau de vie et également le respect des droits de l'homme, de la personne humaine. La personne humaine est sacrée. C'est tout ça qui fait le développement. Parce que les gens vont me dire,
c'est un tout. À la fois le respect de l'homme qui est sacré et puis les infrastructures et le relèvement du niveau de vie. C'est ça que nous voulons au Togo. Alors pour qu'il y ait une alternance qui ne sera pas livrée un matin à l'opposition, il faut que cette opposition se prépare. Il faut qu'elle s'organise. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, comment peut-elle s'organiser? Il faut qu'elle se retrouve. Parce que l'opposition n'est pas une, elle est plurielle. Il y a des courants, il y a des coalitions, il y a des partis, il y a des organisations de la société civile, il y a des personnalités tout court. Donc il faut qu'elle se retrouve pour s'organiser. Et tout le monde sait que depuis la nuit des temps, lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, lorsqu'il y a des problèmes dans une entreprise, lorsqu'il y a des problèmes dans un secteur, les gens se retrouvent dans le secteur pour parler. L'opposition est une entreprise. L'opposition est un secteur. Elle a beaucoup de composants. Elle doit se retrouver nécessairement pour parler et régler ses problèmes. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il est important qu'il y ait les états généraux. Et ce document qui est modeste, qui n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet, crée le cadre ou ouvre un débat sur la nécessité de ces états généraux. Alors pour ouvrir le débat, il faut proposer quand même une architecture et meubler cette architecture. Et comment nous avons meublé cette architecture? Patrice Bakaï a donné tout à l'heure 2 citations à l'entame même du document. Nous avons fait 2 citations. La première citation est de Valdec Rousseau. Pierre Valdec Rousseau est le président du Conseil. C'est l'appellation de Premier ministre aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait président du Conseil. Il était Premier ministre entre 1899 et 1902. Et c'est lui qui a fait voter la loi de 1901 sur les associations. Nous parlons toujours de la loi de 1901 sans savoir plus de détails. C'est Valdec Rousseau qui a fait voter la loi de 1901. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme ne peut rien faire en bien ou en mal sans l'association. Il n'y a pas d'armure aussi efficace contre l'oppression, ni d'outil plus merveilleux pour les grandes œuvres. C'est formidable. Alors, une deuxième citation est de Mandela, puisque justement Mandela, on a dit qu'il va être une source d'inspiration pour tout le monde. Notre chef de l'État l'a dit. D'autres sont allés lui rendre hommage, même s'ils n'en sont pas dignes. Mais ils nous ont dit que Mandela doit rester une source d'inspiration. Et Mandela a dit quelque chose. S'il doit rester une inspiration, ce qu'il a dit, il faut également le respecter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc il appelle à l'unité d'action. Et par ricochet, à l'unité d'action dans les oppositions. C'est ce que ça veut dire aussi. Bon, donc voilà, et puis il y a un sommaire. Et nous avons fait un préambule. Tout le monde sait que le préambule, c'est la philosophie d'une constitution, d'une loi, d'un document. Donc nous avons fait un préambule pour décrire la philosophie. Et la philosophie de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage est la contribution de patriotes qui sont mus par l'idée d'aider à ce que notre pays connaisse l'alternance. Et aider comment? Aider l'opposition à travers cette opposition pour que cette opposition s'organise pour inverser la tendance. Donc, la philosophie, c'est de dire que ce document est modeste, il n'a aucune prétention d'être parfait ou d'avoir épuisé le sujet. C'est très modeste et donc voilà, ça permet simplement d'ouvrir le débat et de créer le cadre. Maintenant, pourquoi? Voilà, à la page 1, je ne dirais pas plus, à la page 1. Pourquoi les états généraux de l'opposition? Nous disons qu'il faut des états généraux de l'opposition. Pourquoi justement il faut ces états généraux?
cette partie, nous avons mis un contexte. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que depuis 1967, où l'armée s'est emparée du pouvoir, il n'y a pas eu d'alternance. En 2005, le chef des putschistes de 63 qui a pris le pouvoir en 67, le chef de l'État de fin, Kassige Yadema, parce que si je dis le chef des putschistes, c'est péjoratif, mais je n'ai aucune intention de noircir son image. Il a été chef d'État pendant des années, qu'on le veuille ou non. Il a été, ça reste dans l'histoire. Donc depuis 1967, il n'y a pas eu d'alternance. Ça n'est pas normal. Et quand nous avons commencé le processus de démocratisation à partir de 1990, la revendication des partis d'opposition, des organisations et même des journalistes, il y en a plusieurs dans la salle, c'était qu'il faut que d'autres dirigeants arrivent au pouvoir. Parce que quand on reste au pouvoir longtemps, on n'a plus d'idées. Ce n'est plus neuf, ce n'est plus nouveau. On est périmé, on est dépassé. Il faut que d'autres viennent aussi pour avoir de nouvelles idées qui mettent à la disposition du pays. Donc depuis 1967, il n'y a pas eu d'alternance. Or, en démocratie, il faut une alternance. Ce qui s'est passé en 2005 n'est pas une alternance, parce que c'est une continuité. C'est le même parti qui continue de gouverner le pays, parce que l'alternance, c'est à la fois le remplacement des hommes portés par de nouveaux partis. Ça, c'est très important. C'est de nouveaux partis. En 2005, c'était toujours le RPT. Le chef de l'État est mort. On a placé son fils. Donc, il n'y a pas eu d'alternance. Donc, jusque-là, il n'y a pas eu d'alternance, ni au niveau du Parlement, ni au niveau du sommet de l'État. Il n'y a pas eu d'alternance. Donc, il faut absolument qu'il y ait une alternance, parce que nous sommes en démocratie. Voilà pour le contexte. Or, voilà, pour finir avec le contexte, la situation dans laquelle l'opposition se trouve aujourd'hui, tout le monde comprend qu'elle ne peut pas faire l'alternance. Elle ne peut pas. Ceux qui rêvent qu'ils sont capables de le faire se trompent. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'elle se rassemble. Il y a une justification. La justification, c'est laquelle? La justification, c'est tout simplement le fait de dire, eh bien, est-ce que l'opposition a des problèmes? C'est oui. Si l'opposition a des problèmes, il faut qu'elle résolve ces problèmes, il faut qu'elle s'organise. Pour s'organiser, il faut s'asseoir. D'où la nécessité de ces états généraux. D'où bien l'urgence de ces états généraux, parce que l'opposition a des problèmes. Or, elle doit faire l'alternance. Si elle ne règle pas ces problèmes, elle ne peut pas faire l'alternance. Comment doit-elle régler ces problèmes? Il faut qu'elle se retrouve dans un cadre entre ces composantes de ces problèmes. Maintenant, la problématique, elle est très simple. Depuis 1991, quand on a adopté la charte des partis politiques et que les partis ont commencé à voir le jour, eh bien, l'opposition ne s'est jamais rassemblée pour faire les états généraux. Comment peut-elle arriver à le faire aujourd'hui? Qui va la convaincre à le faire? Voilà toute la problématique. Depuis 22-23 ans, elle n'a jamais fait cet exercice. Et maintenant, on veut qu'elle s'adonne à cet exercice. Qui va la convaincre? Comment va-t-elle réussir à le faire? Voilà la problématique. Je pense qu'avec le débat que nous sommes en train d'ouvrir et avec la sortie de ce modeste document, ça va peut-être être une motivation et une incitation vers la tenue de ces états généraux. Voilà pour la première question. Pourquoi les états généraux? Et puis la deuxième interrogation, non, le deuxième point explicatif de ce document, c'est les sujets de discussion aux états généraux de l'opposition. Quand on se retrouve dans un cadre, il faut discuter des sujets. Il faut avoir des sujets pour discuter. Eh bien, l'opposition doit avoir des sujets pour discuter. Mais ces sujets de discussion doivent être définis par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre. Il faut se fixer
fixer des objectifs pour savoir les sujets sur lesquels on veut débattre. Alors, sur les objectifs, je vais vous les lire. Quels sont les objectifs que doivent atteindre les États généraux de l'opposition? Créer un cadre permanent de discussion entre les entités de l'opposition. Identifier les problèmes de l'opposition et leur apporter des solutions. Faire le bilan de la lutte sous la conduite de l'opposition. Mettre en place une plateforme de l'opposition. Mettre en place une plateforme pour la vérité des urnes en 2015. Identifier les réformes à opérer avant le scrutin présidentiel de 2015. Relancer la dynamique populaire. Relancer la mobilisation populaire. Ça aussi c'est très important. Adopter le principe d'un candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2015. On ne va pas choisir le candidat unique de l'opposition aux assises de l'opposition, mais on va adopter le principe en disant, avant de sortir dans cette salle, nous décidons que nous n'irons pas aux élections en 2015 en rang dispersé. On va choisir une seule personne. Donc le principe de la désignation d'un candidat unique de l'opposition va être adopté dans la salle, aux assises de l'opposition ou aux états généraux de l'opposition. Adopter le principe d'un programme commun de gouvernement. Donc là aussi, il faut adopter ce principe. Réconcilier les organisations de l'opposition entre elles. Je crois que l'opposition a besoin de se réconcilier entre elles, même si elle dit souvent qu'elle n'a pas de problème. Quand il y en a un parti qui parle, elle dit non, nous n'avons aucun problème avec les autres, on se parle. Mais nous nous disons quand même, comme objectif des États généraux de l'opposition, réconcilier les organisations de l'opposition entre elles. Définir un code d'éthique et de bonne conduite pour l'opposition. Ça aussi c'est très important parce que l'opposition ce n'est pas des invectives à l'endroit de ceux qui gouvernent. L'opposition ce n'est pas du n'importe quoi. L'opposition ce n'est pas la cour du roi Péto. L'opposition c'est une enceinte disciplinée où il y a des règles. Les gens qui veulent parler sont respectueux des adversaires, même si on estime que les adversaires ne font pas bien. On les respecte. Donc code de bonne conduite et d'éthique. Et l'opposition elle-même, entre ces différentes parties, ne doit pas s'insulter. Ça aussi, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a le code de bonne conduite et d'éthique. Adopter le principe d'une alternance pacifique. Donc, là aussi, aux États généraux, il faut adopter le principe d'une alternance pacifique. L'alternance se fera pacifiquement, pas contre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je crois que l'opposition doit donner aussi ce gage à ceux qui sont au pouvoir en leur disant l'alternance se fera pacifiquement, il y aura des garanties, après l'alternance il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et ça, ce principe doit être également adopté aux États généraux de l'opposition. Maintenant, au vu de ces objectifs qui seront adoptés, qui vont être atteints par les États généraux, quels sont les sujets sur lesquels on va discuter? Alors, les sujets, nous allons les énumérer. On ne peut pas expliquer le document de façon exhaustive. Je suis en train de survoler quand même, avec une imprégnation sur les points essentiels. Alors, quels sont les sujets de discussion? Les sujets de discussion, la responsabilité de l'opposition dans le maintien au pouvoir du parti RPT-UNI. Et bien sûr, c'est choquant, mais c'est vrai. Si le parti uni est au pouvoir jusqu'à présent, près de 50 ans aujourd'hui, eh bien l'opposition a une responsabilité. Ses erreurs, la complaisance, les trahisons, les mensonges, etc., eh bien ça a fait aussi que le parti RPT-UNI est au pouvoir. L'opposition a une responsabilité également dans son refus de faire les États généraux. Il y a une responsabilité. Mais cela ne veut pas dire que l'opposition n'a pas de mérite. Elle a beaucoup de mérite, elle a fait beaucoup de travail. Les libertés, et les droits et les espaces que nous avons pu conquérir aujourd'hui, ces espaces n'auraient jamais été conquis si l'opposition n'avait pas travaillé. Donc elle a également des mérites, mais elle a aussi
précédentes périodes a filé du mauvais coton aussi. Deuxième sujet de discussion, l'organisation de l'opposition pour l'alternance en 2015. Donc, il faut organiser l'opposition pour qu'il y ait alternance en 2015. Cela veut dire qu'aux États généraux, il faut poser tous les problèmes qui empêchent l'opposition d'accéder au pouvoir et puis d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Alors, un autre sujet de discussion, la question des réformes pour une élection présidentielle libre, démocratique et transparente en 2015. Bon, à l'appel des patriotes, on dit souvent que nous n'insistons pas beaucoup sur les réformes et que nous insistons sur l'organisation de l'opposition. Ça n'est pas vrai. Nous savons que l'opposition peut être organisée s'il n'y a pas un bon cadre pour que les élections soient démocratiques, libres et transparentes. S'il n'y a pas un bon cadre électoral, eh bien l'opposition ne gagnera jamais. C'est pour ça qu'il est nécessaire que l'opposition pose la question des réformes, pose le problème des réformes et exige des réformes. Donc il faut discuter du contenu des réformes. Parce que là, beaucoup de gens n'insistent pas là-dessus. Les gens vous disent qu'il faut faire des réformes. Quelles sont les réformes prioritaires qu'il faut opérer en vue de l'assainissement du cadre électoral? Donc, discuter du contenu de ces réformes et dire comment on doit faire pour les opérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réformes se font à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale comporte une majorité de 62 députés du Parti uni. Et alors, comment on fait ces réformes-là? Et quel est le contenu de ces réformes? Il faut en discuter aux États généraux de l'opposition. L'autre sujet, c'est la problématique de l'union de l'opposition. Ça aussi, il faut discuter de ce sujet aux États généraux. Réaliser l'union de l'opposition. Cela veut dire fusionner ou rapprocher le CSTI Arc-en-Ciel avec les autres organisations et les autres partis, y compris même les personnalités qui sont autour. Donc discuter de la nécessité de réaliser l'union de l'opposition aux États généraux. C'est très important. Il faut faire, au sortir des États généraux, il faut que l'opposition soit unie. Donc discuter de ça aux États généraux de l'opposition. Et puis voilà, il y a un autre sujet qui est cher à nos cœurs, nous qui sommes de l'appel des patriotes, c'est l'ouverture de l'opposition à d'autres aspirations à l'alternance. Parce que quand on parle aujourd'hui de l'union de l'opposition, la question est restrictive pour rendre compte de toutes les aspirations à l'alternance. Parce que c'est restrictif quand on parle aujourd'hui de l'union de l'opposition, parce qu'il n'y a pas que dans l'opposition que les gens souhaitent l'alternance. Les gens souhaitent l'alternance en diaspora, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les gens souhaitent l'alternance au sein de la société tout court, qui ne se prononce pas, parce que ces personnes ne sont pas de l'opposition. Les gens souhaitent l'alternance même dans le parti uni. C'est ce que nous appelons les déçus du parti uni. Eh bien, ça existe. Des gens qui aujourd'hui sont dans le parti uni et qui souhaitent l'alternance. Donc, l'opposition, après avoir réalisé son union au sortir des États généraux, ne doit pas s'enfermer sur elle-même. Elle doit s'ouvrir à d'autres aspirations, les accueillir, mais sous condition, parce qu'il faudra poser des conditions à l'entrée dans l'opposition de ces aspirations. Parce que ces aspirations, eh bien, elles peuvent être des couteaux à double tranchant aussi. Mais on ne peut pas également les laisser derrière la porte. Il faut fédérer, canaliser toutes ces aspirations, en faire une grande alliance électorale pour battre le parti uni en 2015. Si on le fait, on va réussir à battre le parti uni aux élections. C'est clair, c'est tout simple. L'opposition est majoritaire dans le pays. Parce que si on fait ça et qu'on bloque les fraudes, on s'organise pour avoir les procès-verbaux, il est évident que l'opposition va gagner les élections. Donc, discuter de la nécessité d'ouvrir l'opposition à d'autres aspirations. L'opposition, après qu'elle aura réalisé son union, ne doit pas rester dans l'altérité. Elle doit être dynamique. Et, à mon
mon avis, phagocyter d'autres aspirations à l'alternance. Donc il faudra discuter de ça. Voilà pour les sujets de discussion aux États-Unis. Il doit y en avoir d'autres. Nous avons fait ça à titre indicatif. Lorsque les partis de l'opposition, en tout cas les organisations qui voudront organiser ces États généraux vont se retrouver, elles doivent trouver évidemment d'autres sujets de discussion. Maintenant, la participation aux États généraux de l'opposition. Et ça aussi c'est important. Qui participe aux États généraux de l'opposition? Nous avons dit que ceux qui vont participer, c'est l'opposition. Et pour nous, l'opposition, telle que nous l'avons définie, la définition elle est classique, c'est l'ensemble des partis qui ne sont pas au gouvernement et qui ne soutiennent pas son action. Les deux choses sont cumulatives. Les deux éléments sont cumulatifs, c'est-à-dire ne pas appartenir au gouvernement et ne pas soutenir l'action du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des partis qui ne sont pas au gouvernement, mais qui disent soutenir l'action du gouvernement. Ces partis ne sont pas de l'opposition. C'est ça. Parce que j'ai souvent entendu des partis qui sont en dehors, mais qui disent nous soutenons l'action du chef de l'État. Lorsqu'on dit ça, on n'est pas de l'opposition. Donc, ne pas être au gouvernement, ne pas soutenir l'action. Mais nous pensons qu'au Togo, qui est un pays particulier, cette définition ne rend pas compte de ce qu'est véritablement l'opposition qui doit participer aux assises de l'opposition ou aux États généraux. Il y a des partis qui sont dans le gouvernement mais qui se réclament de l'opposition. C'est le cas de l'UFC par exemple. L'UFC dit nous sommes de l'opposition. Dans ce cas, que faire? C'est pour ça que nous avons dit, outre le fait de ne pas être au gouvernement et de ne pas soutenir son action, il faut que sur les dernières périodes, sur les 3 dernières années, les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnalités qui pourront participer aux États généraux, c'est ceux qui ont pris officiellement position en faveur de l'alternance. Ah oui. Il faut que les partis qui doivent participer aux États généraux soient des partis qui aient pris, en tout cas depuis 2010, officiellement position en faveur de l'alternance. Or, quand vous prenez l'UFC, qui est au gouvernement, qui se dit de l'opposition, l'UFC, depuis qu'elle a signé son accord avec le RPP et qu'elle est au gouvernement, l'UFC n'a jamais pris position en faveur de l'alternance. Alors, si on ne prend pas position en faveur de l'alternance, ça veut dire qu'on est pour la conservation du pouvoir. Quand on est pour la conservation du pouvoir, on ne vient pas aux États généraux, parce que le but ultime des États généraux, c'est d'arriver à organiser l'opposition pour parce que le but ultime des États généraux, c'est d'arriver à organiser l'opposition pour conquérir le pouvoir. Donc, si on est une personnalité, si on est un parti politique, si on est une organisation, outre le fait de ne pas être gouverné, de ne pas soutenir son action, il faut absolument se prononcer en faveur de l'alternance. Donc ça c'est clair, ça veut dire que ça exclut. Alors, quels sont ceux qui doivent participer? Il y a les partis, il y a les organisations de la société civile, parce que l'opposition ne se résume pas aux partis politiques, même s'il est vrai que ce sont les partis qui luttent pour la conquête du pouvoir. L'opposition, la société civile a une contribution. Sur les dernières périodes, nous avons vu le rôle que certaines organisations et même des ODDH ont joué. Ces organisations peuvent participer aux États généraux de l'opposition. Et les personnalités qui, sur les dernières périodes, ont pris officiellement position en faveur de l'alternance et qui ont montré une certaine intégrité dans leur parcours et une certaine probité morale également dans leur parcours. Voilà les personnalités qui peuvent prendre part. Maintenant, la participation aux États généraux de l'opposition concerne également la diaspora. La diaspora doit participer aux États généraux parce qu'il y a des aspirations en diaspora aussi pour que le Togo change. Donc il
faut que la diaspora participe aux États généraux. Parce qu'en diaspora, il y a beaucoup de cadres qui sont assez outillés intellectuellement. Il y a beaucoup de mouvements, le CTR de Isidore Lanzo, le CRD de Gilbert Achou, le CMD du docteur Amouzou, Synergie, etc. Et puis il y a beaucoup d'organisations. Donc il faudra prendre attache avec ces organisations de manière à ce qu'elles puissent participer aux États généraux. Donc la diaspora doit prendre part aux États généraux. Et bon, éventuellement, j'ai parlé également des personnalités. Il y a en diaspora, comme au Togo, des personnalités qui ne sont pas engagées dans les partis politiques, mais qui sont très engagées et qui doivent participer aux États généraux. Maintenant, le déroulement des travaux. Comment les travaux des États généraux doivent être déroulés, puisque nous en avons parlé aussi. Alors, nous disons que nous souhaiterions que les États généraux se tiennent à Lomé. Parce que c'est des travaux qui vont prendre quelques jours ou au plus une semaine. Et quand les gens y vont le matin, ils reviennent le soir. Si c'est dans un autre pays, ça va être difficile. Si c'est dans une autre préfecture, ça va être difficile. Il faut que les gens trouvent un endroit pour dormir, etc. Donc, de préférence, il faut que ces États généraux se tiennent à Lomé, puisque tout le monde est presque basé à Lomé. On prend un hôtel et on organise les États généraux dans ce hôtel. Les gens se rendent, les participants se rendent le matin, ils travaillent et le soir, ils rentrent. Ça va prendre quelques jours. Et comment les travaux doivent se dérouler? Nous pensons que les travaux doivent prendre toute la journée. Les gens ne vont pas rentrer entre midi et 2, il doit y avoir des pauses café, un déjeuner va être servi à midi, et puis après les gens reprennent les travaux, et à 17 h peut-être, on a fini. Et nous pensons qu'il est important que l'on choisisse une personnalité neutre, qui ait une certaine influence dans la vie politique et sociale, qui ait une certaine intégrité, une certaine probité morale pour diriger les travaux, qui ne viennent pas forcément des partis politiques, qui soit une personnalité neutre, une conscience morale, mais qui connaît la vie politique, qui a participé aux réalités et qui dirige les travaux. À côté de celui-là, nous souhaiterions qu'il y ait également une personnalité intellectuelle, de probité également, qui maîtrise la vie politique. Un professeur d'université, intellectuel, je ne sais pas quoi, journaliste, etc. Qui soit là, dans les assises, et sur chaque sujet qu'on veut aborder, il fait un petit exposé pour faire le rappel historique, et comment il voit la situation, le contexte, tout ça. Et après, on ouvre le débat. Mais cet exposé ne s'impose pas comme une vérité. C'est tout simplement pour briefer sur, par exemple, quand on veut parler des réformes, voilà, il fait un petit exposé sur les réformes. Un juriste qui dit comment il voit les réformes pour que la présidentielle de 2015 et les locales soient claires, comment doit-on faire par rapport à la configuration, qui fait un exposé et après on ouvre les débats. Et ensuite, il serait intéressant que dans la salle, il y ait également des personnalités neutres des organisations qui prennent part aux États généraux, qui sont vraiment de grande conscience morale pour apaiser la salle, pour faire régner la quiétude, parce que dans les débats, parfois il y a, je ne sais pas, des chocs, il y a des petites difficultés, et rapidement il faut que ces consciences morales qui sont dans la salle prennent la parole pour atténuer, pour dire à tout le monde de se calmer et puis de relancer le débat. Ces personnes qui sont neutres peuvent également intervenir dans le débat pour apporter quelques éclairages, quelques contributions, etc. Donc voilà pour le déroulement des travaux. Maintenant pour le financement des États généraux, nous avons dit que le financement
financement des États généraux doivent venir des participants, des populations et des militants. Donc, un budget doit être élaboré. Il faut élaborer un budget pour savoir combien tout ça va coûter, pendant combien de jours, etc. Et toutes les organisations qui prendront part vont donner une quote-part. On doit fixer une quote-part. Les organisations doivent donner les quotes-part. On doit lancer un appel de fonds en direction des populations. Les populations doivent cotiser. Ceux qui sont d'accord pour que ces États généraux se tiennent vont cotiser, vont donner des sous. Et un lobbying doit être fait en direction de la diaspora, parce que la diaspora a beaucoup de moyens que nous, pour que la diaspora, les Togolais de la diaspora, cotisent, participent, pour que nous puissions avoir le budget pour faire les États généraux de l'Autriche. On ne va pas demander les sous à quelqu'un qui va régenter les États généraux. Parce que si on vous demande des sous à quelqu'un, vous pouvez dépendre de la personne. La personne peut imprimer son orientation. Ce qui est important, c'est que les sous viennent des donations, les sous viennent des contributions, les sous viennent des quotes-parts que les participants auront à donner. Donc c'est comme ça que les États généraux doivent être passés. Mais pour faire ça, eh bien, il faut instaurer la transparence. La transparence, ce n'est pas que pour le parti uni, alors que nous-mêmes, nous sommes opaques. Nous-mêmes, nous faisons dans la nébulosité, nous faisons dans l'obscurité, etc. Il faut que l'on puisse organiser un mécanisme transparent de collecte et de gestion des fonds pour que les gens soient convaincus que les sous qu'ils vont donner vont servir à réaliser ces états généraux. Et puis à la fin, il faudra présenter les dépenses, comment les choses ont été faites et dire ce qu'on va faire avec le reste de l'argent si éventuellement il y a de l'argent qui reste. Donc tout va être une question de transparence, mais je suis convaincu que si l'opposition décide d'organiser les États généraux, eh bien, quand elle va lancer un appel de fonds, elle va avoir des contributions. S'il est vrai que les populations sont pauvres et qu'elles n'ont pas d'argent. Et puis à la fin, c'est après les États généraux, qu'est-ce qui va se passer? Donc après les États généraux, il faut que l'opposition renaisse. Il faut que l'opposition fasse honneur. Il faut que l'opposition soit réconciliée entre toutes ses composantes. Il faut qu'un code de bonne conduite et d'éthique soit fixé pour que les gens ne s'insultent plus entre eux. Il n'y aura plus d'insultes, d'invectives entre eux. Pas plus qu'il n'y aura pas d'invectives à l'endroit de ceux qui dirigent. Il faudra rassurer ceux qui dirigent que l'alternance ne sera pas contre eux. Il faut faire des recommandations. Il va y avoir un ensemble de recommandations que les États généraux vont faire et ces recommandations doivent être mises en œuvre par l'union de l'opposition. Et au sortir des États généraux de l'opposition, l'opposition doit retrouver son unité. Et il faudra que l'opposition désigne un porte-parole. Il faut désigner un porte-parole. Dans une opposition, ce n'est pas tout le monde qui parle. Tout le monde ne sait pas parler. Tout le monde ne connaît pas bien la politique pour parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle. C'est quelqu'un qu'on aura choisi compte tenu de sa connaissance et de sa maîtrise de la vie politique et de ses qualités oratoires. Et c'est ce porte-parole qui va prendre la parole pour le compte de l'opposition. Et il ne prendra pas la parole sans le consentement de l'opposition. Il faut que ce qu'il dise reflète les vraies positions de l'opposition. C'est ça le rôle de ce porte-parole. Ce n'est pas tout le monde qui va parler. Et au sortir de ces États généraux, il faut que l'opposition soit crédible, incarne une alternative et montre à la communauté internationale qu'il y a besoin qu'on fasse la sécurité au Togo, qu'on fasse la sécurité dans le Sahel. Le rôle que Faure Gnassingbé se propose de jouer justement pour la communauté internationale en disant reste l'alternative. L'opposition ne peut pas faire votre sécurité. Il faut que l'opposition
ses intérêts, il faut les préserver. Nous sommes capables de faire la sécurité au Togo, de stabiliser le pays, de ne pas lancer une chasse aux sorcières contre ceux qui étaient là depuis près de 50 ans. Et le Togo sera un pays stabilisé. Et en plus,